Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une série de notes de réflexion personnelle assez. Oui. Elle dresse un portrait, pour le moins critique, souvent satirique, de la vie à Nyon, en Suisse. Mmh. Et l'auteur de ces notes, eh ben, il n'y va pas de main morte. Il utilise des termes forts comme république bananière ou encore la vieille idée de pain et divertissement pour décrire son environnement. Oui, c'est ça. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer cette perspective. Elle est très subjective, c'est vrai, mais aussi très riche en détails. Ah oui, Il faut essayer de comprendre les frustrations, les observations parfois très pointues sur la politique locale, les dynamiques sociales, et puis le quotidien, qui semble parfois tendu dans cette ville, du moins tel que vécu et rapporté par l'auteur. c'est une source très personnelle. Oui, c'est une exploration fascinante parce que justement, c'est basé sur un regard très intime, presque. Un regard sans filtre, on peut le dire. Alors, entrons dans le vif du sujet. Allons-y. Les notes s'ouvrent sur la définition de deux concepts clés. Des concepts qui vont un peu donner la couleur de toute l'analyse. D'abord, panem et circenses, Voilà. du pain et des jeux. Ça, c'est une référence directe au poète latin Juvénal, hein, une stratégie vieille comme Rome, finalement. Exactement. Une stratégie qui vise à satisfaire les besoins de base et puis à offrir du divertissement pour détourner l'attention des affaires publiques plus sérieuses, voire des problèmes de fond. D'accord. Et juste après, l'auteur introduit l'expression «république bananière». Alors là, il l'emploie de manière très ironique, bien sûr, pour qualifier Nyon. Une république bananière à Nyon. Oui, ce terme qui désigne d'habitude un régime instable, corrompu, dépendant d'intérêts privés, le tout sous une façade démocratique. L'appliquer à une ville suisse comme Nyon, c'est une sacrée provocation d'entrée de jeu. On sent qu'il veut marquer les esprits. Ah, c'est clairement l'intention. Utiliser cette satire pour un microcosme comme Nyon, ça interpelle. L'idée derrière, c'est que sous l'apparence d'une ville calme, prospère, bien organisée, l'image un peu cliché de la Suisse, Oui. se cacheraient des mécanismes de pouvoir moins reluisants. Et surtout, une stratégie délibérée de distraction par le festif. Un vernis de convivialité, en quelque sorte. C'est ça. Un vernis sur des réalités moins avouables. Et pour illustrer ça, il nous livre un poème de sa composition, hein, intitulé Le singe, le fromager et la République de Nyon, Mhm. qui promet quoi? Surtout l'amusement, Oui, du pain et des concerts l'été, vous n'aurez plus jamais à penser. La promesse est... très direct, oui. Et pendant que ce singe amuse la galerie et que le peuple, séduit par cette œuvre de divertissement, applaudit et danse, Oui. il y a un autre personnage qui tire les ficelles en coulisses, le fromager. Il est décrit comme gras. Ah oui. C'est lui le vrai maître du jeu. Il coupait les deals, réglait les lois, vendait les terres, louait les voies. Avec un cynisme affiché, tant qu'ils mangent, ils n'y verront pas. L'allégorie est limpide là. Le singe, c'est la façade politique, le spectacle. Peut-être le leader charismatique, mais un peu creux. C'est ça. Et le fromager, c'est le pouvoir économique, les intérêts privés, le réseau d'influence qui agit dans l'ombre. C'est une critique assez classique finalement. Tout à fait. Mais le poème va plus loin. Il décrit les conséquences. Pendant que le cirque en ville, lui, faisait des petits, les infrastructures essentielles, les écoles, les routes, sont négligées. Elles se dégradent. Hmm. Et puis, il y a ce personnage intéressant, le corbeau, curieux oiseau venu d'ailleurs. Il essaye de poser des questions, de remettre en cause cette ambiance festive. Et que lui arrive-t-il? Il est vite réduit au silence, hué par la population elle-même qui tient à sa tradition de pain, de fromage et d'illusions. C'est assez sombre comme tableau quand même, hein. La morale du poème, elle est écrite noir sur blanc, sans appel. Quand le peuple choisit l'amusement pour roi, le pouvoir glisse au doigt qu'on ne voit pas. C'est clair. Et l'auteur enchaîne direct avec une question qui fait le lien avec la politique réelle à Nyon. Cet homme, il parle du singe, donc du dirigeant local. A-t-il vraiment été élu? La population avait-elle un choix? Et cette question, elle nous amène tout naturellement à la deuxième partie des notes, celle qui se concentre plus sur la politique locale. Oui, alors justement, ces notes pointent la réélection de Daniel Rossella comme syndic de Nyon. Le syndic, pour rappel, c'est l'équivalent du maire en Suisse, le chef de l'exécutif. C'est ça. L'auteur donne même des liens vers des articles officiels de la ville qui annoncent sa réélection en 2021. Et le point clé qu'il soulève, c'est qu'il était le seul candidat. Unique candidat. Donc réélu tacitement, sans vrai vote. Et c'est là-dessus que l'auteur s'interroge. Est-ce que la population a vraiment choisi? Ou est-ce que c'est par manque d'alternatives crédibles, par apathie, par désintérêt pour la politique locale?
C'est une bonne question. Ça fait écho à une critique plus large du fonctionnement démocratique au niveau local, en fait. D'ailleurs, pour appuyer cette idée de désengagement, il mentionne un chiffre, 28,02% de participation. Oui. Les notes ne disent pas exactement à quelle votation ça correspond, mais c'est clair qu'il l'utilise pour suggérer un déficit démocratique, un manque d'implication. Est-ce que ce sentiment de déconnexion, c'est fréquent dans ce genre de critique? Oui, oui, c'est un thème récurrent. Que ce soit au niveau local ou national. Ce sentiment que les jeux sont faits d'avance, que les citoyens n'ont pas vraiment leur mot à dire, ou que les élites politiques sont déconnectées des vraies préoccupations. Mhm. Et ça peut expliquer le ton très très dur, voire méprisant, de l'auteur envers les politiciens en général. Il écrit « Les politiciens, ils puent jusqu'au ciel. Qui trouve encore le moyen de les admirer ?» C'est violent comme propos. Il va même jusqu'à dire qu'il ne vote pas. Parce que, selon lui, le mal vient toujours du sommet. Ce qui suggère une sorte de corruption inévitable du pouvoir. C'est une position assez radicale. Et au-delà du syndic, les notes parlent d'autres aspects de la politique locale, mais c'est plus fragmenté. Oui, Il est question d'une compétition entre une candidate des Verts et un candidat du PLR, le Parti libéral radical, pour succéder à une certaine Elise Buckle. oui. Il y a aussi une allusion à des conflits de loyauté concernant un autre élu, Pierre Wallin. Et l'auteur commente aussi le départ de cette Elise Buckle. Il la juge pas assez locale ni assez intégrée. Mais en même temps, il la qualifie de véritable concurrente. Ah, c'est intéressant ça. Ces commentaires, bon, ils sont subjectifs, hein, mais ils suggèrent une dynamique politique locale où l'appartenance au terroir, le réseau local, ça semble compter beaucoup. Peut-être au détriment de profils moins ancrés. D'accord. L'élection d'Olivier Rizen, un avocat PLR, est aussi notée, avec un commentaire un peu désabusé. Un avocat de plus dans la politique suisse. Donc, à travers ces petites touches, on a l'impression d'une scène politique où les réseaux sont importants, l'intégration est clé, et la compétition peut être rude, avec peut-être une prime à ceux qui sont vus comme du coin. C'est un peu l'image qui se dessine, oui. Et un point socialement intéressant qu'il soulève, c'est le silence supposé de la population étrangère pendant les élections. Ah oui. Il avance l'idée que beaucoup, surtout ceux qui vivent en logement subventionné dans son quartier, resteraient silencieux par peur. Par peur. C'est une affirmation forte. Elle n'est pas très développée dans les notes, mais ça ajoute une dimension de précarité ou de crainte à son tableau déjà critique de la société locale. Bon, abordons la troisième partie. Là, on plonge vraiment dans le quotidien de l'auteur, avec un regard particulièrement critique sur la communauté expatriée et les nombreuses nuisances qu'il décrit. C'est ça. Il utilise le terme anglo-saxon. Ça semble être son raccourci pour parler des expatriés, souvent employés par des multinationales. Il les situe dans des zones plutôt aisées, comme Prangin à côté, ou le chemin du Vallon à Nyon même. Et la description de leur comportement est, comment dire, très directe. Et chargé de jugement. Oui, il parle de gens qui viennent se saouler juste devant chez nous, d'une femme qui montrait sans arrêt sa poitrine. Il y a cette remarque assez cinglante sur des Américains complètement prudes qui se lâchent totalement une fois en Suisse. Oula. Bon, il faut évidemment prendre ça comme des perceptions très personnelles, des généralisations. Mais ça montre un faux ressentiment culturel, ou un choc des modes de vie. Il y a aussi une dimension économique dans sa critique. Il suggère que les dépenses de ces expatriés font la fortune d'un certain Greg. Oui, On imagine que c'est un commerçant local influent, peut-être patron de bar ou de resto. c'est probable. Et l'exaspération de l'auteur culmine avec cette phrase. « Je ne peux plus entendre cette langue ». C'est assez violent. C'est très direct. Mais au-delà de cette focalisation sur les expatriés, les notes regorgent d'anecdotes sur les nuisances et les tensions dans son voisinage immédiat. La chronique d'un quartier éveillé, par exemple. Oui, Ça raconte l'histoire d'une voisine, décrite comme un pilier discret, en logement subventionné, qui appelle la police à cause du bruit d'un établissement. et l'intervention de la police semble compliquée. Apparemment, oui. Une première fois, les fauteurs de troubles disparaissent juste avant l'arrivée des agents. La seconde fois, c'est plus efficace. Mais ce qui est frappant, c'est la suite. Qu'est-ce qui se passe? La voisine qui a alerté la police se fait insulter violemment. L'auteur dit qu'on lui a hurlé dessus de la manière la plus vulgaire qui soit. Ah oui, quand même. C'est assez choquant. En effet. Et ce qui semble particulièrement énerver l'auteur, c'est que les propriétaires du restaurant concerné auraient dû la scène en retrait, en riant. En riant.
Si c'est vrai, ça pose des questions sur le respect, la responsabilité des commerçants, et ça crée un sentiment d'impunité, d'impuissance pour la victime. L'auteur note d'ailleurs que cette voisine, qu'il décrit comme profondément frustrée, ne lui dit jamais bonjour. On sent une atmosphère de quartier un peu tendue. Une autre figure émerge de ces chroniques, l'homme au t-shirt prophétique. Ah, Il porte un t-shirt staff. L'auteur pense que c'est peut-être un bénévole du Palais au Festival. Et le problème, c'est que cet homme permettrait à un restaurant, mon oncle, d'utiliser l'espace devant chez lui, peut-être une terrasse d'un autre commerce, bien après la fermeture, d'accord. transformant le mobilier urbain en annexe commerciale improvisée. Ça touche à un thème récurrent dans ces notes, l'utilisation de l'espace public, et la façon dont les règles semblent parfois contournées par des arrangements informels, C'est ça. ce qui peut créer des conflits d'usage et un sentiment d'injustice pour les riverains qui subissent les conséquences, le bruit notamment. L'auteur observe d'ailleurs les réactions des voisins. Certains regardent en silence, d'autres finissent par appeler la police. Les nuisances sonores, c'est vraiment le fil rouge de cette partie. Plusieurs établissements sont cités, le Fishman's Pub par exemple. Oui, L'auteur dit observer, peut-être via des caméras personnelles, des clients qui restent à l'intérieur après leurs limites et sortent fumer bruyamment. Il ironise. Tout est sous contrôle, évidemment. Hmm. D'autres lieux, comme Terrenal Resto et l'After Club, sont mentionnés dans le même genre. Pour l'After Club, il note qu'ils chercheraient à prolonger leurs heures d'ouverture et rappelle qu'il appartiendrait à l'Empire de Greg. ce qui suggère un réseau influent qui bénéficie peut-être d'une certaine tolérance. C'est l'insinuation. Et donc, l'auteur remet en question l'application réelle des règlements municipaux. Il cite même des prescriptions de 1997-98 sur les établissements publics. C'est un point crucial. Oui, Si l'application des règles semble optionnelle, ou si elle dépend des personnes, ça mine la confiance dans les institutions. Et ça peut exacerber les tensions. c'est clair. Le fait qu'il inclue une lettre type sur le droit au calme la nuit et qu'il s'interroge sur des subventions pour les fenêtres anti-bruit, ça montre à quel point ce problème le préoccupe. Et sans doute d'autres habitants aussi. D'ailleurs, il affirme que le mécontentement ne se limite pas à son quartier. Il cite Rive, le quartier animé au bord du lac, la rue de l'Industrie, le quartier de Maffroi, comme des lieux où la population en a assez. Ce qui suggère que son expérience, même si elle est racontée de façon très personnelle, pourrait refléter un malaise plus large, lié en nuisance à la cohabitation en ville. Alors la quatrième et dernière partie nous ramène à l'idée de départ, le cirque organisé par les autorités locales, le fameux Panem et Circense. Oui, Et l'auteur prend l'exemple emblématique du Paléo Festival, l'événement majeur de Nyon. Il soulève la question de son sponsoring par l'industrie du tabac. Il cite un article, Argent du tabac, Paléo assume. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique précise? C'est juste une plainte de plus ou ça s'inscrit dans sa thèse? ah non, ça s'inscrit parfaitement dans sa thèse centrale. Pour lui, ce sponsoring, qu'il note comme étant moins accepté autrefois, dans les festivals, c'est une preuve de plus. La preuve que la priorité est donnée au divertissement, à l'économie événementielle, quitte à faire des compromis éthiques. D'accord. Ça renforce son idée d'une stratégie de distraction massive, financée même par des sources controversées, pour maintenir une paix sociale de façade et peut-être masquer d'autres problèmes. D'ailleurs, ce dilemme du financement des grands événements culturels par des industries critiquées, tabac, alcool, énergie fossile, ce n'est pas propre à Nyon, hein, c'est un débat récurrent. Oui, c'est vrai. L'auteur ajoute même une petite note amusante. Il compare le nom du festival au régime paléo, fruits, légumes, viande. Une petite touche d'humour acide. C'est ça. Mais ensuite, les notes deviennent plus personnelles, voire philosophiques. Il se décrit comme un anarchiste convaincu, en théorie. C'est intéressant ça. Comment cette philosophie éclaire ses critiques très locales? Mais il nuance tout de suite, en affirmant, avec un certain cynisme ou un réalisme désabusé, que l'humanité, la couronne de la création, dit-il ironiquement, manque fondamentalement d'intelligence pour un tel système. Ah, Et c'est pourquoi, conclut-il un peu à contre-cœur, les politiciens, l'armée, la police restent des mots nécessaires. Cette vision pessimiste de la nature humaine, ça explique sans doute sa frustration exacerbée face aux petits et grands dysfonctionnements qu'il observe. Il n'attend pas grand-chose de l'autorité, mais il est profondément irrité par l'incivilité, le désordre. on sent bien ce mélange complexe, oui. Une colère face à ce qu'il voit comme du laisser-aller, de l'injustice, un sentiment d'impuissance aussi. Mais paradoxalement, un besoin presque compulsif de documenter, de témoigner.
C'est ça. Comme s'il avait un devoir moral de le faire, même si ça nuit à sa propre santé, comme il le dit. Tout à fait. Et cette exaspération, elle se voit dans les petites observations du quotidien, à la fin des notes. L'idée presque enfantine de jeter des pots de banane par la fenêtre, pour voir. La pique sur Greg qui ne nettoierait qu'une partie de la terrasse, celle qui lui appartient vraiment. Ou l'anecdote du camion de livraison dont le moteur tourne à vide pendant que le chauffeur mange une glace. Bruit et pollution. Exactement. Chaque petit détail devient le symbole d'un manque de respect généralisé qui le ronge. Il termine en disant qu'il écrit beaucoup, qu'il sait lire et écouter, mais qu'il n'est pas fait pour le small talk. La conversation légère, superficielle. Oui, Il se positionne clairement comme un observateur en marge, critique, plutôt qu'un acteur social intégré. Il avoue qu'il préférerait faire autre chose, mais que ses convictions, la situation, l'en empêchent. C'est une conclusion assez mélancolique finalement. une conclusion qui souligne le poids personnel de cette situation pour lui. Il se sent presque prisonnier de son propre regard critique et de son besoin de documenter. Alors, si on devait résumer l'essence de ces notes, on a une critique au vitriol de la vie à Nyon, articulée autour de cette satire de la République bananière locale et du pain et divertissement. C'est ça. Une critique acerbe de la politique locale, vue comme déconnectée ou manipulatrice, un regard très dur sur certaines dynamiques sociales, notamment le choc culturel avec les expatriés, et surtout ce récit lancinant des nuisances quotidiennes, bruit, incivilités, règles bafouées, qui semblent empoisonner son existence. C'est exactement ça. C'est une compilation de griefs personnels, d'observations mordantes, de réflexions souvent désabusées. Le point saillant, c'est ce sentiment permanent d'un décalage. Un décalage profond entre l'image publique de Nyon, ville internationale, siège de l'UEFA, festival renommé, Oui. et la réalité vécue par cet habitant. Une réalité perçue comme bien plus conflictuelle, négligée, marquée par l'incivilité, la critique du panem et circenses, version moderne, c'est vraiment le fil conducteur de sa pensée. Et comme souvent dans ce genre de témoignages très personnels, l'auteur ne propose pas vraiment de solution, mais il laisse une question en suspens, une question qu'on peut peut-être reprendre pour finir notre exploration. On verra combien de temps il faudra avant que la population en ait vraiment assez ici. C'est une interrogation qui nous renvoie aux limites. Les limites de la tolérance citoyenne face aux dysfonctionnements, qu'ils soient réels ou ressentis. Jusqu'où peut aller la patience? Qu'est-ce qui déclenche une réaction collective? C'est une pensée finale qui, je crois, au-delà du cas de Nyon, résonne dans beaucoup de contextes urbains aujourd'hui. En effet, merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse en profondeur.